Un petit peu de son. Bonjour, bienvenue sur Équipe Auto. Nous sommes samedi, c'est le dernier jour, troisième et dernier jour de ce salon qui pour la première fois a lieu à Lyon, ici à Eurexpo, en même temps que le salon de l'automobile. On a eu beaucoup de visiteurs ce matin aussi, et pas mal d'étudiants. C'est dommage qu'ils ne soient pas plus dans la salle. Donc ceux qui nous entendront pourront venir se joindre à nous. Nous sommes ensemble pour parler formation pendant 45 minutes avec nos intervenants que je vais vous présenter tout de suite. Cette conférence suit la précédente qui concernait la réparation des batteries des véhicules électriques. Et c'est un des sujets fondamentaux, effectivement. Nous souhaitons aborder aujourd'hui le sujet de la formation pour les techniciens qui sont en poste. Donc c'est la formation continue, mais aussi les techniciens de demain, c'est-à-dire les futurs pros, formation initiale sur notamment les véhicules de la transition énergétique, les véhicules électrifiés, thermiques électrifiés ou 100% électriques. C'est un sujet qui va d'ailleurs nous occuper pendant des décennies. Donc je crois que vous avez toutes et tous un bel avenir dans la formation des jeunes et des professionnels en poste. Alors, de gauche à droite, nous sommes avec Gérald Sgobo, président du CFPA, l'organe de formation de la FNA, la Fédération nationale de l'artisanat automobile. Christophe Cap, vous êtes responsable, directeur de la formation chez Point S France. À côté de vous, Angélique Fernier, chef de service ingénierie des certifications à la NFA. Bienvenue. À côté de vous, Xavier Sénécal, responsable des enseignements techniques et professionnels au GARAC, le GARAC étant l'École nationale des professions de l'automobile. À côté de vous, alors Elisaveta Chernyshova, vous êtes la régionale de l'étape puisque vous représentez CARA, qui est le pôle de compétitivité des mobilités. Vous êtes chargé de mission formation compétences. Et enfin, last but not least, également de la région, Yann Gassan, vous êtes responsable du pôle VP et des 2-3 roues à moteur pour Technopolis, qui est à côté de Chambéry. Donc merci d'être là, c'est un gros CFA dans les premiers de France, disons-le, vous êtes sur le podium. Voilà. Merci d'être là. Alors, évidemment, la croissance des véhicules électriques et la transition écologique entraînent beaucoup de modifications dans les apprentissages de connaissances, de compétences pour les jeunes, mais aussi pour les salariés dans les ateliers en activité. Donc on va essayer déjà de définir un petit peu les besoins rapidement avec vous, Gérald Sgobo, vous avez le micro. Le CFPA a mené ou a participé à des études justement de positionnement des besoins. Vous avez réfléchi avec d'autres acteurs aux besoins qui sont aujourd'hui nécessaires dans les ateliers. Expliquez-nous en quelques mots. Alors absolument, le CFPA tout d'abord n'a pas commencé à réfléchir récemment. Non, ça fait longtemps. On a 30 ans d'existence et c'est vrai qu'on est un des acteurs justement de la formation, en tout cas des évolutions technologiques dans le monde de l'automobile qui nous permettent en permanence de revoir un petit peu les besoins des professionnels pour adapter la formation à ces besoins-là. Aujourd'hui, forcément, certains sujets, on parlait de l'électrification, nous amènent à nous recentrer sur d'autres problématiques, des problématiques nouvelles, mais je dirais que finalement, il n'y a rien d'absolument nouveau sur ces évolutions-là qu'on est en train de vivre déjà depuis 40 ans. Au-delà de ça, c'est vrai qu'on essaye d'être au plus près des besoins des professionnels du terrain. Et bien sûr, forcément, qui dit besoin des professionnels du terrain, on va jusqu'à la formation initiale. D'autres personnes en parleront ici certainement. Ce qu'on a essayé de faire dans le cadre d'échanges européens aussi, c'est de voir quelles sont les bonnes pratiques ou les pratiques innovantes des différents pays européens pour essayer... C'est passionnant. Alors, pour essayer d'avoir finalement une adaptation de nos référentiels, parce qu'on sait les difficultés aussi qu'on a à modifier nos référentiels de formation initiale. Donc, travailler déjà sur la base même de la formation initiale, et ça me paraît important. Donc, on s'est déplacé dans différents pays, de la Norvège à l'Estonie, en passant par l'Espagne, pour essayer de voir un petit peu de quelle manière ces pays-là appréhender ces évolutions technologiques. Alors justement, puisque vous parlez de la Norvège, c'est un pays où l'électrique est vraiment très fort dans les immatriculations. Je crois que c'est 70% des immatriculations aujourd'hui. C'est même plus en 2022. Voilà, je dis bien des immatriculations, mais déjà les véhicules sont largement présents dans le parc. Est-ce que les formations des jeunes et les référentiels ont déjà un petit peu bougé ?
Alors forcément, mais alors, là aussi, il faut qu'on se rende compte qu'il y a des particularités géographiques en Europe qui font que certains pays ont pris la décision d'être plus sur le 100% électrique. Je prendrai en contre-exemple l'Estonie, où là, il y a une forte résistance en fait, à ce mouvement-là. Mais par contre, quoi qu'il en soit, tous ces pays, malgré tout, commencent bien sûr à réfléchir à ces changements fondamentaux des futurs entrées ateliers et donc avoir une démarche dans la formation qui leur permette après de les accueillir et bien sûr d'intervenir dessus. Vous parlez plus de formation continue, là j'ai l'impression. Alors, moi, je parle de formation continue, bien sûr. Voilà. C'est le rôle du CFPA. Mais toute formation continue doit, bien sûr, quand même, avant tout, s'appuyer sur une formation initiale qui soit adaptée à ces évolutions-là. On a eu des débats hier intéressants sur l'accès aux données. Oui. Toutes ces interventions démontrent une chose, c'est que si le salarié n'est pas formé initialement à ces nouveaux éléments, forcément on aura du mal, même en formation continue, à leur apporter les éléments suffisants pour pouvoir les faire progresser. Donc ça c'est essentiel. Pour moi, je me refuse de séparer les deux. Je crois que c'est lié et c'est aussi pour ça. Alors on a la particularité pour beaucoup d'entre nous aussi d'être élus de chambre de métier et donc de travailler conjointement sur nos besoins en formation continue et en formation initiale. Vous m'avez dit une chose quand on a préparé ensemble, vous qui connaissez très très bien l'artisanat automobile et donc les réparateurs multimarques en particulier, on a été élevés, nous les professionnels, je vous cite, dans l'adolescence des véhicules électriques de manière réfractaire, attention à ne pas mettre les doigts. Donc oui. Ça veut dire qu'il y a un changement culturel très profond. Absolument. Comme je le dis, c'est vrai qu'on a vécu les premiers retours qu'on avait du véhicule électrique, c'était plus la notion d'habilitation électrique sur le volet sécurité. Et là aussi, je pense qu'il y a un enjeu important aujourd'hui à désacraliser un petit peu ce discours-là et à montrer que le véhicule électrique est une forme de mobilité, d'énergie comme les autres, qu'on va savoir appréhender, sur lesquels on saura intervenir comme on l'a fait par le passé. Alors peut-être pas au niveau de ce changement qu'on est en train de vivre sur l'électrique, mais on a eu, moi je prends souvent comme exemple le passage du carburateur à l'injection. Ça a été une vraie révolution dans le monde de l'automobile. Oui, puis alors Dieu sait que l'injection, ça a été compliqué derrière. Mais qu'on a absorbé. Et pourtant, vous l'avez fait. Et qu'on a pu continuer à vivre de manière tout à fait normale. Bien, donc soyons confiants. Ça nous permet de passer à la formation initiale et à vous, Angélique Fernier. Effectivement, il faut former les jeunes à toutes ces évolutions. C'est une phase de bascule, en revanche, progressive. Vous avez une diapo à nous commenter qui est importante, qu'on va passer maintenant, sur cette bascule du parc circulant pour le parcours d'un jeune aujourd'hui qui a 16 ans et qui va passer toute sa carrière dans l'automobile. Alors, ce que l'on sait, grâce aux études prospectives de notre observatoire à la NFA, c'est qu'un jeune qui va rentrer aujourd'hui sur une formation dans la maintenance des véhicules va avoir en fait un parcours qui va être sur le moteur thermique et le moteur électrique. Une première partie en fait de parcours sur le moteur thermique et électrique. Et l'âge de bascule en fait se fait à l'âge de 43 ans, c'est-à-dire que là on basculera en fait sur le tout électrique. Sur un parc circulant majoritairement sur le moteur électrique. Donc c'est important en fait de considérer cela, puisque les jeunes en fait qui rentrent en formation aujourd'hui doivent être à la fois formés sur le véhicule thermique, mais également sur le véhicule électrique, donc avoir cette double compétence qui dans un peu plus de 20 ans basculera en fait sur le véhicule électrique. Donc là on est sur une phase de transition progressive. On n'est pas comme sur l'industrie où là il y a une véritable rupture. Là vraiment on est sur quelque chose de progressif en termes de compétences. Alors ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas à la NFA, vous qui êtes responsable de l'ingénierie des formations, vous êtes en train de faire évoluer profondément les diplômes.
CAP, Bac Pro, BTS, le processus de révision est bien avancé déjà. Dites-nous. Tout à fait. Actuellement, nous avons été missionnés par notre commission paritaire nationale de branche pour solliciter la rénovation de ces CAP, Bac Pro et BTS de la maintenance des véhicules. Et donc nous avons déposé auprès du ministère de l'Éducation nationale une note d'opportunité pour rénover en fait ces diplômes. Et donc nous allons commencer les travaux d'ici la fin de l'année pour une mise en œuvre effective qui devrait s'opérer à partir de septembre 2025, puisque les travaux sont longs pour la rénovation de ces 3 diplômes, avec également les 3 options, maintenance des véhicules, que ce soit sur le véhicule léger, utilitaire et industriel, et sur la moto. Et je crois que vous réfléchissez, enfin c'est pas qu'une réflexion, vous avez décidé d'y intégrer les habilitations électriques. Tout à fait. Donc là, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est effectivement un sujet important, qui est la sécurité pour l'utilisation, en fait, la formation au véhicule électrique. Donc nous allons intégrer en fait les habilitations électriques dans l'ensemble des certifications des diplômes de l'éducation nationale. Et puis, par ailleurs, évidemment, avancer sur les questions liées aux nouvelles technologies, aux ADAS, etc. Ce qui fait qu'un jeune qui rentrera en formation en 2025, à la rentrée 2025, quand il sortira par exemple un bac pro en 3 ans, en 2028, il sera EV ready. Écoutez, il sera formé en fait à la fois sur le thermique et le moteur électrique. Et c'est tout l'enjeu en fait actuel, c'est d'être dans cette phase de transition, parce que au niveau du nombre de véhicules, on a encore un nombre de véhicules très important en fait avec des moteurs thermiques. Donc il faut qu'on ait encore des jeunes qui sachent intervenir sur des moteurs thermiques, mais également de cette bascule. Voilà, d'où la bascule progressive, en 2050. Alors justement, pour cette bascule, il y a aussi les diplômes de la branche, les titres à finalité professionnelle. On va parler du TEAVA, ce fameux couteau suisse qui permet d'être opérationnel beaucoup plus encore. Dites-nous. Tout à fait. La NFA, qui est le certificateur de la branche des services de l'automobile, crée un certain nombre de certifications, et dont ce fameux titre à finalité professionnelle TEAVA, qui était précédemment... Alors on va dire technicien, expert après-vente automobile. Voilà. Il a été transformé en titre à finalité professionnelle pour permettre en fait son éligibilité à l'apprentissage. Mais il s'agit de l'ancien en fait CQP, technicien expert après-vente automobile. Oui. Et déjà une personne qui va être formée sur ce fameux TFP TEAVA va déjà être formée en fait sur les véhicules électriques, puisque au-delà en fait des compétences de diagnostic, la personne qui est formée en fait sur ce titre à finalité professionnelle a un bloc de compétences qui est spécifique en fait sur les motorisations alternatives, que ce soit sur les véhicules électriques ou hybrides, mais également sur le GPL, GNV. Donc une personne en fait qui sort avec un titre à finalité professionnelle TEAVA est tout à fait au point en fait pour pouvoir travailler dans une entreprise avec véhicules thermiques et électriques. Donc soit qu'on ait un bac pro et qu'on souhaite être employable beaucoup plus, soit qu'on est en poste déjà et qu'on souhaite obtenir une certification. Ça ne marche pas pour les salariés en poste, je ne voudrais pas faire de mélange. Alors, pour les salariés en poste, on a d'autres dispositifs. Voilà, pardon, il y a d'autres choses. Oui. Ça concerne bien le jeune. Là, du coup, on est plutôt en fait sur de la formation en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage post-bac, qui permet en fait d'obtenir une certification de niveau 5, qui est un équivalent du BTS,
mais avec une possibilité d'être formé de manière plus professionnelle que le BTS, puisque au niveau du BTS, on a encore des enseignements généraux, ce qui n'est plus le cas au niveau de ce titre à finalité professionnelle. On va passer le micro à Yann Gassan pour Technopolis, et moi je vais changer de côté. Yann, vous vivez évidemment en tant que centre de formation ce décalage entre la réalité des besoins parfois des entreprises et les diplômes, et le TEAVA, ce titre à finalité professionnelle, il répond aujourd'hui pour vous assez bien en fait. Oui, bonjour. Oui, effectivement, ce titre, il répond aux besoins et ceci sur plusieurs plans. Or déjà, la forte attractivité et je pense déjà aux familles. Parce que les familles, jusqu'à il y a peu, elles préféraient voir leur enfant partir sur du BTS que sur des diplômes de branche parce qu'elles ne connaissaient pas par méconnaissance. Donc déjà, une forte attractivité sur ce diplôme pour les apprentis. Et d'autant plus depuis qu'il est passé, vous l'avez dit, de CQP à titre en contrat d'apprentissage et d'un niveau 5. Hein. Il faut le dire qu'il est... niveau BTS. Donc voilà, déjà au niveau des familles. Ensuite, il répond aux besoins au niveau de l'insertion. On le voit bien au niveau de l'insertion. On a une insertion qui est quasiment à 100%. Maximale. Hein, ouais. Quasiment. Hein. Et pourquoi on a une telle insertion? Eh ben, c'est par la qualité de cette formation. Donc c'est la NFA hein, qui pilote ce diplôme. Et qui est très réactive, on va dire, en imposant déjà les groupes. Hein, il faut savoir que ce sont des classes qui sont de 12 maximum, donc on est vraiment sur de l'efficacité. Donc voilà, du matériel, des plateaux techniques de pointe, très important. Et puis les entreprises qui le demandent. Hein. Les entreprises, elles sont au courant. Voilà. Bien sûr. Elles en veulent. Bien sûr. Voilà. Et j'ajoute, donc, dans ce contenu, il y a plusieurs blocs, et il y en a un qui s'appelle motorisation alternative. Donc ce bloc où il y aura de l'électricité, mais aussi du GPL, effectivement. Et l'habilitation B2VL, hein, donc un titulaire d'un TEAVA va partir avec l'habilitation. Et puis il y a une chose qui est très importante qu'on ne sait pas toujours, hein, c'est qu'il faut donc un taux de réussite au bloc qui est de 50 à 80%, je crois, pour aller ensuite devant un oral. Et cet oral, le titre est délivré par un patron et un salarié d'une entreprise, c'est ça? Et effectivement, donc on voit, effectivement, la profession est extrêmement associée à ce titre. Voilà, il faut réussir un certain nombre de blocs, donc de 50 à 80% hein, suivant les diplômes, pour pouvoir accéder au jury final, hein, le grand jury, qui est effectivement, ce jury est souverain, donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, il y a un représentant patronal, entre autres, et c'est eux qui décident ou pas de délivrer ce diplôme. On va passer le micro à Xavier Sénécal pour le GARAC, puisqu'on est avec les écoles, responsable des enseignements techniques et professionnels. Donc, quand on a préparé, vous m'avez dit, aujourd'hui, c'est quand même un énorme changement culturel. Il nous faut des geeks de l'informatique. Donc, si on s'adresse au profil des futurs pros, on a des geeks natifs, en fait. Hein. Oui, alors... Faut-il encore les former? Il y a effectivement des geeks avec le téléphone portable, principalement. Là, on est dans un autre domaine qui est le monde professionnel. Donc, comme ça a été souligné effectivement par Mme Fernier et les autres acteurs précédents, nous sommes dans une évolution. Donc, évolution qui va couvrir aussi bien l'entrée des véhicules que son estimation pour la revente, puisque les véhicules électriques et hybrides sont déjà présents dans les entreprises. Donc, déjà, comment gérer un véhicule électrique qui rentre? Il peut être en panne, mais il peut être également accidenté, donc présenter des risques, comme ça l'a souligné tout à l'heure. Et c'est là où, effectivement, les TEA, donc ce titre de branche qui vise une habilitation qui est déjà intégrée, donc il y a déjà une appréhension de ce risque et d'aller rechercher l'information. Quand je dis également évolution, c'est également tout ce qui est électricité, électronique. Donc électronique parce que les véhicules sont de plus en plus connectés. Il va falloir effectivement... les voitures de maintenant, c'est pratiquement des ordinateurs sur roues. Donc ils sont connectés au réseau, on va aller chercher des informations directement sur le site du constructeur pour les mises à jour. On va vider un calculateur pour en remplacer un autre qui a été défectueux, mais on va retélécharger pour éviter tout ce qui est apprentissage et essai routier qui peut être long maintenant parce qu'il y a tout ce qui est adaptatif. Donc il faut effectivement un petit côté geek pour justement un côté informatique pour aller chercher les informations au bon endroit et les télécharger et mettre surtout la bonne information
informations dans le bon calculateur. Est-ce qu'on ne va pas avoir une séparation à l'atelier, dans les ateliers justement, entre deux profils plutôt électromécanicien et puis profil informaticien quelque part. Enfin, informaticien étant peut-être un grand mot. Un grand mot, effectivement. Mais bon, on s'y approche progressivement avec les véhicules connectés. Et bientôt la 5G, puisque ça va permettre une gestion des flottes, des remontées de flux. Donc, toutes ces données sont excessivement importantes. Mais certains constructeurs, comme par exemple le groupe Volkswagen, est en pleine réflexion, effectivement. Est-ce qu'un seul homme peut maîtriser aujourd'hui les véhicules thermiques, les véhicules électriques et toute l'électronique à côté? Donc leur réflexion, effectivement, d'avoir une séparation, la partie donc purement déplacement du véhicule, donc les pneus, tout ce qui est train roulant et ainsi de suite, et puis la partie plus électronique embarquée, le monsieur technicien, comme ça se disait à une certaine époque, donc la personne qui sera la plus à même d'aller rechercher, de faire les téléchargements et l'ensemble de ces mises à jour, avec notamment l'arrivée de la 4G. Ça va être impressionnant en termes de flux de données qui vont permettre justement le véhicule de dialoguer avec d'autres véhicules, avec les infrastructures de recharge, infrastructures de ville. Donc on est effectivement dans une évolution avec tout l'avènement de cette électricité électronique dans ces voitures. Vous êtes confiant, vous, au Garac, sur la capacité de formation de vos propres formateurs? Vous allez forcément me dire, évidemment, mais pour vous aussi, enseignant, il y a un enjeu. Alors, moi, j'ai toujours été de nature très optimiste. J'ai suivi l'évolution technologique. Je vous dirai pas mon âge, mais le plus gros défi, et c'est en ce sens que d'ailleurs la NFA nous soutient, soit par des avances et des fonds, ce qu'on appelle des appels à projets, parce qu'un établissement comme le nôtre, plus de 1500 élèves, plus de 600 ou 700 chez vous, je crois, 850. Donc ça veut dire qu'il faut des enseignants, mais il faut également des matériels, puisque ce que l'on vit, c'est l'employabilité, à travers aussi bien les titres et diplômes, mais c'est également avoir des équipements et des enseignants compétents, formés. Or, la majorité des enseignants, quand ils ont suivi des cursus, parce que la majorité viennent des milieux de l'automobile, on emploie des professionnels, on les forme à la pédagogie, ces modules technologiques, ils ne les avaient pas parce que les véhicules n'existaient pas. Donc on a besoin également de former ces enseignants, de les envoyer sur des modules de formation qui sont pilotés par la NFA, mais on les envoie également chez les constructeurs, de façon qu'ils se forment et qu'ils puissent restituer cette information auprès des jeunes. Et on travaille effectivement sur l'évolution des référentiels avec l'éducation nationale pour apporter également notre contribution et notre vision de la vie d'un établissement pour avoir d'une part des jeunes formés, des enseignants compétents, mais surtout de la logistique, parce que les ponts, un exemple très simple, un pont élévateur pour travailler sur un véhicule électrique, c'est un pont sans seuil. Parce que quand il va falloir enlever le pack batterie qui fait entre 400 et 500 kg, quand vous allez venir avec un chariot, si vous avez la barre de seuil comme sur un pont classique, vous ne pouvez pas déplacer ce pack batterie. On a eu une conférence sur ce sujet avec les équipements qui commencent à arriver chez des fabricants de matériel de garage. C'est une évolution et également évolution au sein des établissements. Au sein des établissements et au sein des ateliers. Je vous passe la parole, Christophe Cap. On va parler maintenant de formation continue. Responsable des formations chez Point S France. On rappelle que Point S France, c'est 660 magasins, enfin sites. Et que dans le monde, c'est plus de 6000. On ne se figure pas bien, mais Point S, c'est absolument colossal. Combien de pays déjà? On est présent dans plus de 51 pays. Plus de 51 pays, j'en profite pour passer de l'autre côté. Plus de 6000 points de vente dans le monde, effectivement. Donc, la France est une toute petite partie de ce gros iceberg. Bon, mais la partie émergente ce matin, c'est vous. Effectivement, nous qui sommes... Que se passe-t-il dans l'atelier aujourd'hui? Vous avez, ça fait quand même une bonne dizaine d'années que vous avez commencé à parler du véhicule électrique à vos franchisés, à vos adhérents en tout cas. Tout à fait, puisque les habilitations électriques, on a tous dans la formation continue, en tout cas dans les entreprises, commencé par ça. C'est quelque chose qui a été mis en place dès 2012 chez nous. Mais il faut aller plus loin et les sensibiliser, à savoir intervenir, puisque force est de constater, alors, je suis agréablement surpris que la branche se penche maintenant sur la formation initiale des collaborateurs et des jeunes. Vous voyez, même vous apprenez des choses. Et oui. C'est génial. Alors justement, vous m'avez dit... Sur le fond. Vous m'avez dit quelque chose d'important. Ce mois-ci, en septembre, là, 2023,
Vous débutez, vous, parce que vous êtes organisme de formation, vous êtes certifié Calliope, d'ailleurs, je le précise au passage, formation de 6 jours avec le GNFA pour vos techniciens dans vos ateliers. Effectivement, il faut s'appuyer sur des acteurs majeurs du marché, et la NFA et le GNFA en font partie. Donc on lance un parcours pour former les ateliers sur les technologies des véhicules électriques, puisque les habilités à savoir se sécuriser, c'est bien, mais comment fonctionne le véhicule et qu'est-ce qu'on peut faire dessus et comment le faire, c'est encore une autre paire de manches. Donc c'est parti chez vous, vous rentrez dans le dur. Tout à fait. Voilà. Angélique Fernier, la NFA crée aussi une certification à destination des salariés en poste. On va le préciser maintenant, que vous allez déposer, c'est pas encore fait je crois, à ce qu'on appelle le répertoire spécifique, alors expliquez-nous, de France Compétences. Alors, en effet, on a parlé tout à l'heure de la formation initiale, mais donc il faut penser aussi aux salariés qui sont en poste et qui, eux, jusque-là, ont été formés uniquement en fait, sur le véhicule thermique. Donc là, l'idée de cette certification, c'est une certification qui s'adresserait donc, aux salariés donc, pour leur permettre de monter en compétence sur les questions du véhicule électrique, donc sur l'entretien et la maintenance de véhicules électriques. Et donc cette formation, pour qu'elle devienne certifiante, nous allons demander son enregistrement au répertoire spécifique de France Compétences, puisque donc, il existe différentes certifications. Excusez-moi, c'est un peu technique, oui. Mais vous avez des certifications donc, qui sont enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles. Et là, il s'agit de certifications métiers. Et par contre, les certifications enregistrées au répertoire spécifique sont des certifications complémentaires à un métier. Donc là, cette certification correspond complètement au répertoire spécifique. Donc nous l'avons créé, le référentiel est créé, a été validé par notre commission paritaire nationale, et donc une expérimentation va pouvoir se mettre en place d'ici la fin de l'année pour pouvoir déposer en tout début 2024 cette certification au répertoire spécifique pour pouvoir la déployer dans beaucoup d'établissements France entière. Donc pour des gens qui ont déjà un diplôme préalable, des salariés en poste qui ont déjà un diplôme préalable, vous nous dites quelques mots sur le contenu de cette certification? Tout à fait. Donc là, on vise plutôt des mécaniciens de maintenance ou des mécaniciens automobiles, hein, pas directement des techniciens qui, eux, sont déjà plus ou moins formés. Donc on vise plutôt les mécaniciens. Donc il y a prévu dans cette certification évidemment l'habilitation électrique, hein, donc ça c'est un préalable je dirais, et puis l'ensemble en fait il y a une dizaine en fait de compétences donc qui sont intégrées en fait dans cette certification. Donc ça va sur les systèmes de freinage, sur également en fait l'intervention en fait sur la climatisation, la pompe à chaleur des véhicules. Voilà, tout à fait. Etc., ouais. Donc on reprend en fait l'ensemble de ces éléments au niveau de cette certification qui, on l'espère, sera déployée dans beaucoup d'organismes de formation France entière. Qu'en pensez-vous, Christophe Cap, pour Point S? Je crois que chez vous, on n'a pas trop détaillé le contenu de ces 6 jours de formation, mais elle se nomme « Savoir intervenir sur les véhicules hybrides et électriques ». Il y a un petit peu de parallèle entre vos deux démarches. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut qu'on aille sur ces sujets-là et qu'on renforce effectivement ces connexions avec ce qui est pensé par la branche. On pourrait peut-être se rapprocher, effectivement, pour que vous puissiez proposer des formations certifiantes. Là, elle n'est pas de 6 jours, elle est plutôt d'une dizaine de jours. C'est ce qu'on a prévu. 11 jours, je crois, hein, c'est ça 10 jours. 10 jours. Et donc voilà, ça pourrait être intéressant que vous passiez sur du certifiant. Tout à fait. Très bien, très bien. On voit bien qu'il y a une ébullition dans le monde de la formation. Pour synthétiser, Angélique Fernier, c'est pour éviter qu'il y ait des trous dans la raquette, en fait. À tous les niveaux, vous êtes en train de faire un travail de fond, et pas seulement pour dépoussiérer, mais pour accompagner la fameuse bascule dont vous nous parliez tout à l'heure.
Tout à fait. Et puis, donc en 2024, on travaillera également sur l'élaboration d'un certificat complémentaire de branche. Et là, plutôt en fait, sur la question en fait, de la batterie, donc batterie de traction. Donc là, on est en cours donc, de travaux donc, sur ces sujets-là. Je voudrais qu'on passe maintenant enfin la parole à Elisaveta Chernichova. Je ne vous ai pas oublié. Simplement, effectivement, maintenant, on va parler un petit peu plus de l'amont de la filière, puisque là, on parlait beaucoup du monde de la réparation. Toute la filière est en pleine transformation, et principalement l'amont depuis quelques années, en réalité. Hein. Voilà. Chez les constructeurs, chez les équipementiers, les besoins sont aujourd'hui en plein bouleversement, parce qu'on a besoin de chimistes, on a besoin de gens qui viennent d'univers totalement différents. Vous-même donc chargé de mission, formation, compétences pour le pôle de compétitivité CARA, qui veut dire Cluster Auvergne-Rhône-Alpes, pour que tout le monde sache, et pour les solutions de mobilité. Vous avez pour mission de mettre en relation tous les innovateurs qui peuvent créer un cluster finalement pour avancer dans les besoins en amont de la filière. Alors expliquez-nous en quelques mots, en ayant la pédagogie nécessaire. Voilà. Tout à fait. Alors, le pôle de compétitivité CARA œuvre pour 6 filières en région Auvergne-Rhône-Alpes, dont la filière automobile. Notre objectif est vraiment de créer des collaborations entre les différents acteurs de ces différentes filières sur la région. Avec le micro bien devant le monde, qu'on vous entende bien. Et effectivement, la filière auto, aujourd'hui, avec l'horizon 2035 que vous connaissez tous, et face à 3 transformations de fond donc, qui ont déjà été évoquées, technologiques, avec notamment l'émergence de l'électrique, numérique, avec les voitures connectées, donc des grands enjeux de protection de données, et enfin une transformation sociétale avec un changement d'attitude par rapport à l'automobile et des changements de pratiques et des usages. Et nous, en tant que pôle de compétitivité, on a souvent des remontées de la part de nos adhérents, qui sont donc des entreprises principalement constructeurs équipementiers auto, qui nous remontent de grandes difficultés de recrutement. Recruter des compétences. Tout à fait. Donc vous avez fait d'abord un diagnostic de l'évolution des compétences. Tout à fait, c'est ça. Donc ces difficultés se retrouvent sur toute la chaîne de valeur de l'automobile, donc y compris en partant de techniciens qualifiés et en allant jusqu'à certains profils ingénieurs. Et CARA a piloté une étude de diagnostic de l'emploi de la filière automobile en région, qui a montré qu'effectivement, une entreprise sur 5 de la filière auto de la région sera impactée par ces différents changements, devra donc réagir, mais que globalement, le bilan était finalement pas si négatif que ça, parce que l'emploi n'allait pas en pâtir, dans le sens où ce n'est pas le nombre d'emplois qui allait diminuer, mais l'enjeu était plutôt sur la répartition des emplois entre les sous-filières, notamment tout ce qui est infrastructure, production d'énergie, recyclage par exemple. Ouais. Et il y a 3 leviers d'action qui ont été identifiés dans cette étude. Donc tout d'abord la diversification des activités des entreprises, en se positionnant notamment sur les filières comme le vélo, ou encore le rétrofit, les batteries. Les batteries, bah, bien sûr. Tout à fait. Et ensuite, donc, l'anticipation aux besoins de compétences dans le futur, bien sensibiliser les différentes entreprises au fait qu'il faut faire un diagnostic en interne également. Et enfin, l'attractivité de la filière qui a déjà été évoquée, sur laquelle il faudra effectivement faire un travail aussi par les entreprises elles-mêmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme exemple concret d'ailleurs sur les nouvelles formations qui doivent être et qui sont peut-être déjà mises en œuvre dans les entreprises à l'issue de ces projections? Alors on travaille au sein de CARA étroitement avec un campus des métiers des qualifications d'excellence automobilité, qui est un réseau d'établissements scolaires, écoles d'ingénieurs, donc allant de toutes les formations infra-bac jusqu'à bac plus 8. Vous avez l'INSA à Lyon par exemple, avec qui vous travaillez. Tout à fait, voilà. Autant que l'IUT Lyon 1 ou encore des lycées professionnels. L'idée, c'est donc de réunir au sein de ce réseau des établissements qui travaillent, ou qui forment plutôt, pour la conception, validation et maintien des véhicules. Donc il y a effectivement 2 masters spécialisés qui ont pu être mis en place grâce à ces différentes collaborations. Un master spécialisé à l'INSA de Lyon, comme vous venez d'évoquer, en spécialiste donc, de véhicules électrifiés. Et d'autre part, un master spécialisé également sur l'électrique, mais à l'école ESC Clermont, donc plutôt un profil commercial.
puis également d'autres ressources qui ont été produites et qui sont d'ailleurs en libre accès sur le site de Cara, sur toutes ces nouvelles technologies, la batterie, l'électrification, l'électronique de puissance notamment. Et la chimie des batteries. Tout à fait. Il ne faut pas oublier ça, c'est hyper important, parce qu'on avait la conférence précédente, là, sur la maintenance, l'état de santé des batteries, par exemple, des véhicules qui circulent, on n'y comprend encore pas grand-chose. Je caricature à peine, quoi. Voilà. Donc on ne sait pas trop comment vit une batterie aujourd'hui, quoi, finalement. Bon, c'est assez fou comme histoire quand on y réfléchit. Et puis alors, il y a une spécialité aussi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est l'hydrogène. Tout à fait. Donc on avait aussi Symbio hier, deux représentants de Symbio qui étaient sur ce plateau. Vous travaillez avec la Symbio Academy. Tout à fait, Voilà. Symbio, donc, qui est un spécialiste en conception-production des piles à combustible pour les véhicules hydrogène, s'est rendu compte qu'avec la forte croissance qu'ils avaient, ils n'avaient pas de spécialistes. Et donc, ils ont un peu pris les devants et ils ont donc construit un consortium. Donc, c'est un projet qui est financé dans le cadre de France 2030, qui a sa 2e année maintenant. Ils ont voulu prendre les devants pour concevoir eux-mêmes une formation, une académie, pour former les spécialistes qui seront nécessaires demain pour la filière hydrogène. Ils ne trouvent pas les profils, en fait. Hein. Tout à fait. Il faut qu'ils les créent. C'est ça, il faut qu'ils les créent. C'est ça qu'il faut. Que dit la NFA là-dessus, Angélique Fernier? Vous aurez demain aussi probablement des profils à créer de primo-accédants à l'automobile sur l'hydrogène? Pour l'instant, sur l'hydrogène, on n'a pas encore beaucoup avancé, mais on a par contre en fait, créé toute une nouvelle filière concernant en fait, les IRVE. Ouais. Sur les bornes électriques, la maintenance, l'installation des bornes électriques. Mais sur l'hydrogène, on n'a pas beaucoup avancé sur le sujet. Pour vous, c'est encore un terrain d'aventure pour l'avenir. C'est pas encore demain matin. Non, c'est pas demain. Vous êtes obligé de coller en fonction de vos budgets aux réalités de demain matin, si je comprends bien. C'est un peu ça. Pas en fonction de nos budgets, mais là, je pense que la priorité, c'est vraiment le véhicule de la stratégie. électrique. Voilà. Et donc, les IRVE sont aussi une priorité. Bien sûr, vous avez raison, je réduis un peu trop les choses à l'argent. Vous avez raison de me le souligner. L'argent étant important, effectivement. Mais pourquoi Technopolis n'est pas associé à Cara, d'ailleurs pourquoi on n'ajoute pas la partie après-vente ? Alors justement, la partie après-vente dans les services qu'on offre aujourd'hui et Cara s'y retrouve un petit peu moins parce qu'on est beaucoup plus sur l'innovation, la recherche et développement et sur des sujets notamment autour de la mise en relation pour le business des équipementiers et constructeurs. Néanmoins, on suit quand même de près ce qui se passe dans l'après-vente, notamment côté formation, emploi, en participant donc, actuellement à un groupe de travail en région dédié à l'emploi de la filière auto, donc avec différents acteurs comme Pôle emploi, la DRETS, entre autres, Transition Pro, les OPCO. L'idée étant de faire vraiment un tour d'horizon de ce qui se passe en région sur la filière auto, à la fois en amont et en aval, et se faire une idée des différentes actions qui peuvent être entreprises. On va redescendre dans le monde de l'après-vente maintenant pour terminer. Donc Yann Gassan, depuis la réforme de la formation professionnelle, vous êtes aussi devenu un organisme de formation continue avec Technopolis Pro. Dites-nous juste quelques mots sur cette activité qui a l'air de bien décoller aussi, parce que les besoins sont importants. Oui, effectivement. Donc filiale Technopolis Pro, qui a 2 ans maintenant. Donc une société dans le CFA et avec une forte demande. Alors je ne vous cache pas que c'est essentiellement sur de l'électrique et de l'habilitation, une très forte demande sur les habilitations. Et puis on travaille aussi étroitement avec des constructeurs, et pour ne pas le citer, c'est Renault, pour lesquels on forme des cotech et puis des électromécaniciens. Donc là, on a un plateau technique qui est 100% dédié à cette activité. On fait beaucoup de choses pour la formation des jeunes, pour la formation des professionnels en poste. Je termine avec vous, Gérald Sgobo. Le CFPA France, évidemment, est organisme de formation continue. Faut-il encore qu'il y ait suffisamment les moyens en face pour financer les formations au sein des entreprises ? Oui, tout à fait. C'était un petit peu la réflexion que je me faisais à l'écoute. Alors, on s'aperçoit que toutes ces évolutions technologiques
nous amène à avoir une vraie réflexion sur les besoins. Il y a une offre qui se met en place réellement, on essaye de s'adapter. Sauf que je voudrais prendre ma casquette de chef d'entreprise et donc de bénéficiaire de ces formations tout au long de la vie, donc dans le cadre de la formation continue, et rappeler aujourd'hui qu'il y a le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est le niveau de prise en charge qu'on permet d'avoir aux entreprises pour donner lieu à la mise en place de toutes ces formations pour les salariés. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que depuis quelques années, les OPCO ont quand même sérieusement resserré le niveau de prise en charge. Deuxième point, n'oublions pas, on parlait tout à l'heure de ces habilitations qui sont, moi on les appelle formations, mais tout le cours de la vie, ce sont des formations récurrentes qui ont tendance à absorber une grosse partie des moyens qu'on a au niveau des entreprises et souvent au détriment des formations qui servent à monter en compétence de nos salariés. Je pense que ça, il faut en tenir compte, il faut avoir réellement, faut être en corrélation finalement, qu'on mette des besoins, des moyens en corrélation avec l'enjeu de ces évolutions. Ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, j'estime que ce n'est pas le cas. Je vois mes confrères ont tendance à absorber une partie de ces moyens uniquement dans la formation, dans la récurrence de ces habilitations qui quelque part, ne permettent pas obligatoirement une montée en compétences réelle. Donc ça, je voudrais là-dessus insister vraiment et être assez pragmatique en tant que chef d'entreprise et raconter un petit peu ce qu'on vit au quotidien sur ces points-là. Ça ne concerne pas forcément le monde de la formation, c'est plus les pouvoirs publics quelque part. On est d'accord. Nous, au niveau de la FNA, on souhaiterait réellement qu'il y ait une différenciation des moyens affectés finalement à ces formations plus en lien avec la sécurité de nos salariés que celles qui servent à la montée en compétences et à l'évolution de nos métiers. Et effectivement, le sujet est fondamental. On a besoin d'être accompagné quand on est réparateur, quand on est opérateur multimarque. Christophe Cap, j'imagine que ça. On va terminer avec vous pour le coup. Un adhérent.s a un budget formation continue qui n'est pas extensible. En tout cas, les demandes d'aide, vous avez sûrement beaucoup de remontées sur ce sujet. Effectivement, et les 3 dernières années, ça a été divisé par 10 au moins sur les fonds formation disponibles pour les entreprises. On est passé de 3 actions de formation par an à un montant en euros qui est, on va dire, infime et ridicule. Et du coup, ça ne permet plus aux entreprises, effectivement, d'être dans la formation récurrente au-delà de la nécessité du renouvellement des habilitations. Il y a un fossé qui est en train de se créer entre le besoin et la ressource, et c'est très compliqué. L'appel est lancé. Je précise que cette conférence est enregistrée en vidéo, bien sûr. Donc, envoyer le document au pouvoir public, que l'on nous entende collectivement. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, merci, messieurs. Merci. Applaudissements pour nos intervenants, cette conférence passionnante. Et dans 15 minutes, on se retrouve pour la dernière conférence de cette édition d'Équipe Poteau Lyon. On va mettre en lumière un métier nécessaire, qui est le métier du lavage. Puisqu'évidemment, si on n'a pas de station de lavage en France, ou si on nous les ferme pendant l'été, tout le monde va laver sa voiture chez soi et va faire des dégradations écologiques. Donc ce métier est nécessaire. Venez écouter ce qu'ils ont à nous dire dans 15 minutes à 12h15. Et puis très bonne journée sur Équipe Auto.